Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Suivez-moi et essayez ceci, les personnes d'abord. Maintenant, faites comme moi, faites ce que je vous dis. Autant de phrases que l'on peut entendre de la bouche du leader ou du chef d'équipe. Participatif, visionnaire, coach, collaboratif, chef de file, directif, il est possible de catégoriser les leaders dans 6 grandes catégories de styles de leadership. Vous vous reconnaîtrez certainement dans l'un de ces styles plus particulièrement, car selon nos préférences comportementales naturelles, notre manière de communiquer, notre manière d'appréhender les personnalités professionnelles ou personnelles, ou encore selon notre manière de gérer les conflits, nous avons un style de leadership préférentiel. Chaque style de leadership a ses avantages et ses inconvénients, ses forces, ses faiblesses. Et de manière consciente ou en usant de volonté, il est possible de sortir de sa zone de confort et d'avoir recours à chacun d'eux alternativement, selon la situation à laquelle on a à faire face. Mais de tous les styles de leadership, il en est un cependant dont les meilleurs s'inspirent au quotidien. C'est le leadership serviteur, encore appelé leadership par l'humilité. Le leadership par l'humilité, qu'est-ce que c'est ? Comment le développe-t-on en matière de leadership ou dans nos relations aux autres ? L'humilité a un pouvoir. Quel est ce pouvoir ? Gauthier Devaz, bonjour. Bonjour. Tu es lieutenant-colonel dans l'armée de l'air et as été 2 fois leader de la mythique patrouille de France en 2012 et en 2018. Tu es un pilote de chasse comptabilisant plus de 3700 heures de vol, dont 1900 sur Mirage 2000. Un avion sur lequel tu as participé à de nombreuses opérations extérieures au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 mois, tu étais directeur de cabinet du commandant général de l'école des officiers de l'armée de l'air et également conférencier sur des thèmes de leadership et cohésion d'équipe notamment. Tu viens nous parler de leadership, du pouvoir de l'humilité, de ce qui fait qu'une équipe gagne ou dysfonctionne, mais aussi de ce qui t'anime et de ce que cela signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour toi, Gauthier. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre ? Alors, c'est un petit peu bateau, mais entre mes fonctions dans l'armée de l'air, de pilote, de leader, etc., j'ai 4 enfants qui sont adolescents maintenant. Donc, on va dire que je passe quand même beaucoup de temps avec eux parce que ça passe tellement vite qu'ils vont déjà bientôt quitter la maison. Donc, on va dire qu'une bonne partie, c'est en famille. Après, moi, mes passions, elles sont surtout tournées autour du sport. Le rugby, la voile, le tennis et une autre passion. Je ne sais pas si on peut le dire dans notre société laïque, mais je crois en Dieu et donc je passe beaucoup de temps aussi à essayer d'aller à sa rencontre. Merci beaucoup, Gauthier. Alors, quand on est pilote de chasse sur Mirage 2000, on est aux commandes d'un avion qui compte parmi les plus rapides du monde et qui peut atteindre une vitesse de, je crois, 2336 km/h, soit Mach 2,1. Mach 2,1, c'est 2,1 fois le mur du son, un phénomène physique, aérodynamique, caractérisé par l'atteinte d'une vitesse au moins égale à celle de la vitesse du son dans l'air, soit 340 mètres par seconde. Ça provoque une onde de choc sous forme de déflagration supersonique. Avant de devenir pilote de chasse et ou le leader de la patrouille de France, quelle était ta plus grande peur ? Et maintenant que tu l'as accompli, quelle est ta plus grande fierté ? Alors, avant de devenir pilote de chasse, j'étais assez téméraire, j'étais assez casse-cou, je n'avais pas spécialement peur. Les peurs, elles sont plus venues après. On va dire que ma plus grande peur, et maintenant je peux le dire avec du recul, c'était de ne pas être à la hauteur de ce que pouvaient attendre les gens qui étaient mes plus proches, ceux qui comptent beaucoup dans ma vie. Donc je pense qu'une bonne partie de ma vie, ma plus grande peur, ça a été de les décevoir et de ne plus être aimé. Et donc après, dans le métier de pilote en tant que tel, les peurs, on finit par les affronter. Premier vol de nuit au-dessus du désert, c'est assez impressionnant parce qu'il fait noir, on a vraiment l'impression de plonger dans un trou noir. Donc ça, c'est après tout un travail qu'on apprend à faire et finalement, il n'y a rien de tel que plonger dedans, les affronter pour les dépasser parce que tant qu'on les attend, finalement, elles nous martyrisent. Mais dès qu'on les vit, eh bien, on se rend compte qu'elles n'étaient pas si graves que ça. Ça me fait penser un peu
une image, c'est une histoire, en fait, quelqu'un qui rentre chez lui, puis il arrive sur le pas de sa porte, et là, il voit un énorme serpent, et du coup, il est terrorisé, et il reste devant le pas de sa porte, et puis il attend comme ça jusqu'au petit matin. Et au petit matin, en fait, il se rend compte qu'avec de la lumière, cet énorme serpent n'était en fait qu'une grande corde. Et ben, c'est un peu ça, mes peurs, en fait, dans l'aviation, c'est que souvent, ce sont des mirages, et elles disparaissent une fois que je les ai réellement affrontées. Alors, à propos de peur, s'il fallait retenir justement un défi ou obstacle spécifique, qui soit d'ordre mental, physique, émotionnel ou perçu, que tu aies rencontré et qui t'a un peu transformé de manière concrète à ton avantage, c'est-à-dire au service de ta propre progression en tant qu'homme, mais aussi à celui des autres et de la communauté, lequel faudrait-il retenir? Il y en a beaucoup, hein. Il y a vraiment une peur qui m'a vraiment transformé, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire peur de pas réussir, d'échouer. Et quand j'osais pas rentrer au sein de la patrouille de France parce que je me suis dit, mais si j'y arrive pas, en tant que futur leader, je vais être un de ces quelques pilotes qui ont été sélectionnés qui n'y arrivent pas. Donc j'ai vraiment eu peur de pas y arriver et de pas être capable, d'emmener ces 8 avions partout. Et quand j'y suis rentré, je suis allé un peu comme un kamikaze en me disant, de toute façon, on verra bien, je vais sûrement pas y arriver, mais ça va passer. J'ai fait un peu acte de courage inconscient. Et puis, en fait, j'ai découvert que quand on fédère une équipe, la peur, elle est portée par tout le monde. C'est-à-dire que quand on est fédéré à 8 pilotes, vous pouvez avoir peur, mais quand vous avez 7 personnes autour de vous qui vous font confiance, en fait, cette peur s'évanouit. Je pense qu'une de mes plus belles découvertes à la Patrouille de France, notamment, c'était de voir que quand vous avez le soutien des hommes qui sont autour de vous, vous avez absolument jamais peur. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même pas mal. C'est souvent tout seul qu'on se crée des peurs. Quand vous êtes à plusieurs, elles disparaissent assez vite. Alors, la Patrouille de France, tu me disais, c'est 8 hommes, 8 pilotes. S'il fallait la présenter, quelle est sa mission? Comment est-elle constituée au-delà des 8 hommes? Quel est le rôle de chacun et le tien, ou en tout cas celui du leader? C'est 8 pilotes plus un remplaçant, donc en fait, il y a 9 pilotes, mais il y a différents cercles. Le premier cercle, bien sûr, c'est ceux avec qui vous travaillez tous les jours, avec qui vous êtes à 3 mètres les uns des autres, avec qui vous devez faire entièrement confiance. Mais il y a aussi un deuxième cercle, c'est tous vos mécanos qui s'incluent complètement dans ce premier cercle, avec une quarantaine de mécanos qui entretiennent les avions et pour lequel, finalement, se crée aussi une véritable cohésion. C'est important. Et puis après, il y en a encore un troisième, c'est tous les gens qu'on va rencontrer au travers de toute cette aventure. Donc la mission de la Patrouille de France, c'est avant tout de représenter la France, l'armée de l'air, c'est vraiment de représenter ses valeurs et surtout ceux qui s'engagent dans notre pays, quels qu'ils soient militaires ou parfois pas militaires, on l'a vu là avec les soignants récemment, et de les représenter, de témoigner de leur engagement au travers du drapeau français qu'on pourra peindre un petit peu partout à travers le monde en France. Et c'est assez émouvant en fait de se rendre compte que quand vous voyez votre drapeau peint comme ça dans le ciel, ça révèle quelque chose de vous, ça révèle quelque chose de votre identité, du fait que vous êtes né en France et que vous croyez dans certaines choses. Et il y a eu beaucoup de débats sur l'identité nationale et je pense que quelque chose qui est absolument indescriptible, c'est de se rendre compte à quel point, quand vous voyez passer ces couleurs, ça émeut quelque chose en vous, il se passe quelque chose. Et donc, c'est un peu ça sa mission, c'est de faire naître ces émotions d'identité française, d'identité des ailes françaises, etc. Et ça marche parce qu'il est vrai que quand on est au sol et qu'on voit ces 8 avions et les fumées bleu, blanc, rouge, on a tous, et je crois, un petit pincement au cœur. C'est toujours un grand moment. Le leadership relève de l'être autant que du faire. Aussi vrai que le faire est une compétence, l'être en est une aussi, d'un ordre différent mais qui s'acquiert également. Cette compétence ou posture intérieure se découvre, se comprend, se perfectionne dans le temps et l'espace pour donner des résultats concrets. Plutôt d'accord? Pas d'accord? Plutôt d'accord. Alors, c'est vrai que quand on parle de leadership par l'humilité, ça fait presque pas tellement humble de s'annoncer leader par l'humilité parce que le grand piège de l'humilité, c'est justement de se croire humble alors qu'on ne l'est pas du tout. Donc, le premier travail à faire pour celui qui veut travailler leadership par l'humilité, c'est vraiment arriver à discerner ce qui est de l'humilité de ce qui n'en est pas, et tout comme la modestie et la fausse modestie. Donc, c'est un énorme travail, mais je parle en connaissance de cause. Je me suis très souvent cru humble et j'ai découvert qu'en fait, parfois, on peut se cacher derrière un masque de super-héros qui vous rassure et en même temps qui dénote que vous n'êtes pas terriblement humble. Mais pour moi, l'expérience d'humilité, je l'ai vécue en 2018 de manière assez forte parce que je faisais partie de cette patrouille de France qui a fait un drapeau français le jour du 14 juillet qui n'en était pas un vu qu'on avait un des avions qui fumait de la mauvaise couleur. Et cet événement, en fait, est arrivé au sein d'une équipe qui
qui cherchait beaucoup, qui travaillait, qui essayait de se fédérer, mais qui n'y arrivait pas très bien. Et une des premières choses au sein de la Patrouille de France, c'est que ce qui vous protège le plus, c'est la cohésion de vos équipiers. C'est-à-dire que quand on vole aussi près les uns des autres, et c'est vrai aussi sur les théâtres d'opération, quand on vole ensemble comme ça sur des missions ou au sein de la Patrouille de France, ce qui va vous protéger le mieux, c'est l'équipier qui est juste à votre droite, c'est les personnes qui évoluent avec vous. Et pour ça, il faut arriver à fédérer un groupe. C'est pour ça qu'au sein de la Patrouille de France, notre première mission pour voler en toute sécurité, c'est d'avoir un groupe qui est fédéré. Et ce groupe fédéré, et cette équipe, comment est-ce qu'on la crée ? Et finalement, j'ai découvert en 2018 que la première vertu d'une équipe fédérée, c'était l'humilité. C'est-à-dire, l'humilité, c'est ce qui vous permet de vous intéresser aux autres sans tout le temps vous regarder le nombril. Et ce qui s'est passé en 2018, on a eu la preuve par l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'était pas très bien fédérés. On est arrivé le jour du 14 juillet et finalement, on n'a pas fait le travail comme on aurait dû le faire. L'ensemble des sécurités qu'on met en place pour que les fumées soient toujours bonnes et de la bonne couleur au bon moment, eh bien, elles ont toutes sauté les unes après les autres parce que chacun ne faisait pas attention à l'autre suffisamment. Et là où on aurait pu tous regarder l'avion qui fumait de la mauvaise couleur, on ne l'a pas fait. Là où l'ensemble des sécurités, il faut dire qu'il y en a 6 mises en place, où on s'auto-surveille pour que ce genre d'erreur n'arrive pas, que ce soit celle-ci ou d'autres plus graves, eh bien, elles n'ont pas fonctionné. Et pourquoi elles n'ont pas fonctionné ? Eh bien, c'est principalement parce que cette dose d'humilité n'existait pas ou n'était pas suffisamment présente, qu'on n'était pas capable de se surveiller avec bienveillance les uns les autres. Alors, il y a justement un adage qui dit la véritable humilité, c'est se tenir à la bonne et juste hauteur par rapport aux choses. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela implique ? Oui, c'est fort juste, c'est fort juste. J'ai peu à dire là-dessus parce que moi, je partage, je suis complètement d'accord avec ça. Mais je pense que pour arriver à se trouver à la bonne hauteur par rapport aux choses, c'est un travail de toute une vie pour arriver justement à dépasser le regard des autres, le regard qu'on peut porter sur soi pour être complètement tourné, complètement sorti de soi-même et pas prendre en compte parce que bon, on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant de l'ego, mais l'ennemi principal de l'humilité, c'est notre ego. Et c'est d'arriver à le démasquer en permanence pour justement être à la bonne hauteur. Et ça, on se rend compte que plus on vieillit, plus on était loin du compte et plus il y a du travail. Donc oui, je pense que je suis d'accord avec cette phrase et je dirais que l'ennemi principal, c'est notre ego. Alors, l'ennemi principal, c'est notre ego. S'il fallait expliquer l'ego à un enfant de 6 ans. Alors, c'est difficile parce qu'un enfant de 6 ans n'évolue quasiment que dans l'ego. Il n'a conscience que de lui et très peu de l'environnement extérieur. Donc, c'est justement, je pense que ce serait déjà tout doucement commencer à lui faire comprendre que toute la vie ne tourne pas autour de lui, mais que son bonheur, en tout cas, lui, est au-delà de lui-même. Et ça, c'est peut-être un petit peu compliqué de le découvrir à 6 ans. Moi, je me dis qu'à 47 ans, si j'ai réussi à le comprendre maintenant, j'en serais bien heureux. Mais oui, lui faire comprendre que son bonheur réside autour de lui et pas en lui. Merci beaucoup, Gauthier. Alors maintenant, j'ai une question qui demande beaucoup d'humilité. Un exemple, une situation d'absence ou de manque d'humilité de ta part ou de la part de l'un de tes équipiers en vol ou autre. J'en ai tellement de ma part, donc je ne vais pas aller chercher celle de mes équipiers, qui en ont beaucoup aussi. Hein. Mais je pense que peut-être, et je l'ai découvert finalement en quittant l'armée, ça pourrait presque paraître naturel, mais pendant longtemps, je pensais ne pas du tout bâtir toute ma personnalité sur ce que j'avais pu réaliser. Et donc, je pensais être suffisamment humble pour me dire que finalement, si j'avais réussi à faire ça, eh bien, n'importe qui aurait pu le faire. Et finalement, en quittant l'armée, quand j'ai dû dire que voilà, que c'était fini, que j'étais plus pilote de chasse et plus leader de la patrouille de France, quand j'ai vu à quel point j'ai eu à ce moment-là une espèce de sentiment de faiblesse et de perte de confiance, je me dis ah ouais, en fait mon ego avait bien pris le dessus sur tout ça et j'utilisais beaucoup cette fierté pour avoir une forme d'assise dans la vie. Alors certains diront que c'est pas très grave ou que c'est tout à fait légitime, mais en même temps, je pense que pour moi ça a démontré quand même une problématique où j'avais laissé mon ego un peu me dépasser, quoi. Donc finalement, le fait de quitter cette robe m'a permis de découvrir qu'il y avait une bonne dose d'ego dans tout ça. On est tous un peu concernés quand même. Quand on parle de leadership par l'humilité, on parle aussi souvent de leader serviteur ou leadership par le service. Est-ce que la définition suivante pourrait être correcte ? En 4.1, il s'attache à prendre conscience de la vraie valeur de ses collaborateurs. 2, il cherche à aider ses équipiers ou collaborateurs subordonnés à grandir. 3, il préfère les phrases du type « Comment puis-je t'aider ?» plutôt que les propos directifs. 4, il s'efforce de créer un climat propice au développement de l'intelligence collective pour trouver des solutions aux problèmes et générer des idées nouvelles. C'est une définition un peu théorique, mais est-ce qu'elle fait sens ?
Ouais, ça fait sens, mais c'est toujours un équilibre. C'est-à-dire que le bon leader n'est pas celui qui demande tout le temps l'avis des autres et qui s'affirme pas. On a vraiment un équilibre. Moi, ce que j'aime bien dans le rôle du leader, c'est quelque chose d'un peu chronologique. C'est d'abord quelqu'un qui se connaît bien, qui du coup ne se fait pas tromper par lui-même. Ensuite, c'est quelqu'un qui écoute énormément parce que la plupart du temps, en fait, son job ne va pas être de poser des questions ou de conseiller, mais d'abord juste d'écouter, d'écouter, d'écouter. Je pense que le leader, c'est quelqu'un qui écoute 99% du temps. Et une fois qu'il a écouté, c'est celui qui est capable de décider, d'orienter et d'amener les gens dans une direction. C'est-à-dire que moi, j'ai pu constater dans mon leadership que quand j'ai écouté mes équipiers ou quand je les écoutais réellement, c'est-à-dire quand eux-mêmes avaient ce sentiment que je les avais écoutés, eh bien, je pouvais prendre une décision à 180 degrés de ce qu'ils m'avaient proposé parce qu'ils avaient ce sentiment d'être écoutés. Et finalement, le plus important, c'est que j'ai pu qu'ils aient le sentiment que ce qu'ils ont amené dans la balance eh bien, a pu être compris et pris en compte. Ensuite, c'est de donner une direction parce que si vous ne donnez pas de direction, les personnes qui sont avec vous ont l'impression d'être dans un bateau à la dérive. Et parfois, cette direction, ça va même plus, ça va donner une vision pour que chacun puisse s'y raccrocher, mais une vision qui finalement s'est construite dans l'écoute et dans la réflexion. Et dans la pratique, on se rend compte que quand on a fait 99,9% d'écoute, la vision qu'on va présenter, elle sera très proche de celle qui a été évoquée par les personnes avec qui on travaille, qui sont vos équipiers ou vos collaborateurs, mais tout en n'étant pas démagogique. Bien sûr, à la fin, c'est une forme de décision que vous prenez et vous emmenez tout le monde vers vous. Bien sûr, ça veut dire être capable de motiver, de donner du sens, parce que quelque part, les personnes avec qui vous allez être, si vous ne les motivez pas, si c'est quelque part, elles vont pêcher à un moment par manque de sens, parce que c'est une forme de carburant. On peut parler de reconnaissance, et on voit bien que dans la reconnaissance, on parle de sens. C'est important que chaque matin, vous puissiez vous lever en disant mais quel est le sens de ma démarche. Donc, c'est tout ça, et ça se retrouve un peu dans les phrases qui ont été évoquées juste avant. Et donc, c'est cette capacité à emmener par la vision, tout en étant capable d'écouter et tout en étant capable d'être entier, finalement. Et pas jamais d'avoir toujours ce miroir face à soi qui se dit est-ce que là, tu es vrai ? Est-ce que là, tu es vrai ? Est-ce que là, tu es honnête ? Est-ce que, quelque part, d'être capable de sortir de son corps terrestre pour dire bon, là, finalement, tu es en train de faire de la démagogie parce que tu veux que les gens qui soient avec toi t'aiment ou pour une autre raison, quelle qu'elle soit. Moi, mon défaut était ce besoin du regard des autres, mais ça peut être toute autre chose. C'est d'être capable d'être complètement neutre et de les emmener derrière soi. S'il fallait donner 5 conseils pour développer un leadership inspirant basé sur l'humilité, quels seraient-ils ? Alors, moi, je pense qu'il faut être entier, mais je pense que pour être entier, il faut se connaître parce qu'il ne faut pas se faire piéger non plus par soi-même. Donc, être entier, bien se connaître, écouter, ça, je l'ai dit. Moi, je pense qu'un leadership inspirant, en fait, je vais prendre une image bateau, mais quand on regarde des jeux et quand on demande l'avis du public, il a tout le temps raison. Donc, normalement, dans votre équipe, quand vous avez une dizaine ou une trentaine de personnes, si vous les écoutez tous et que vous prenez l'avis de la majorité, on n'est pas loin de la vérité. Mais ce n'est pas toujours vrai, on ne peut pas se fier à ça. Donc, écouter, diriger, bien se connaître, ça me paraît essentiel. Donner du sens également. Et un petit cinquième, peut-être critiquer aussi. Savoir critiquer, si on est capable de bien critiquer, là, on est pas mal aussi. Donc, critiquer, c'est questionner, remettre en cause. Critiquer, c'est cette capacité à être entier une fois de plus et dire voilà, ce qu'on fait là, c'est juste. C'est une forme d'autocritique, parce que c'est une critique qu'on peut apporter vers soi-même, mais aussi vers les autres, qu'elle soit positive ou négative. Quand j'étais à la Patrouille de France en 2012, on avait mis en place un système de débriefing où chacun s'autocritiquait tout en étant capable d'apporter la critique vers les autres sans que personne soit frustré ou agacé que quelqu'un puisse s'intéresser à son travail, parce que la plupart du temps, c'était soi-même qu'on apportait soi-même la critique parce qu'on était bien mieux placé. Et finalement, c'est un peu le cas dans la vie de tous les jours. On est bien mieux placé pour critiquer son propre travail que quelqu'un qui est à côté parce qu'on sait exactement ce qu'on a fait. Donc, c'est en ce sens-là. Et en point numéro 2, tu as dit diriger. Diriger, ça signifie décider, prendre des décisions. Est-ce qu'on peut être chef ? Est-ce qu'un chef qui ne prend pas de décisions est un véritable chef ? C'est catastrophique de ne pas prendre de décisions. C'est une forme de non-engagement. C'est catastrophique. Pour moi, un chef qui ne décide pas emmène son équipe dans le mur parce qu'ils ne sauront jamais où aller. Donc, il faut impérativement décider, il faut impérativement être responsable. Mais il y a un sujet qui est très important, c'est que pour qu'un chef puisse décider, il faut que ses collaborateurs lui aient cette forme de bienveillance envers le chef. Et ça, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité parce qu'on se rend compte que les chefs peuvent être critiqués assez facilement parce qu'on estime que tout doit venir du chef. Mais la réalité, c'est que souvent, et moi j'ai pu le vivre au sein de la Patrouille de France, c'est que tout ne vient absolument pas du chef. C'est-à-dire que derrière, j'ai même presque eu l'impression que quand j'étais leader,
tous nos succès venaient de la base et pas du tout de moi. Donc c'est cette capacité à décider et cette capacité aux équipiers, aux collaborateurs aussi d'avoir cette forme de bienveillance en se disant mais le chef, finalement, si on reprend cette image de la patrouille de France, eh bien le chef, c'est celui qui emmène tout le monde, mais s'il va au sol, il va au sol avec ses équipiers. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ces 8 avions qui sont en voltige. Si le leader part vers le sol, les équipiers partent vers le sol avec lui. Et donc, quel est l'intérêt des collaborateurs ? Et ce qui est vrai dans toute forme d'entreprise, c'est que le chef puisse prendre des bonnes décisions pour les emmener le plus haut possible. Et donc, c'est cette forme de bienveillance aussi des équipiers qui permettent au chef d'être un bon décideur. Mais il faut impérativement qu'il décide et qu'il s'engage, c'est certain. L'engagement, ça fait partie intrinsèque du travail du leader. Avec qui rêves-tu de prendre un café ? Beaucoup de gens. beaucoup. Alors, je dirais... j'adore le rugby, donc moi j'adore, dès que je croise des joueurs du 15 de France ou même des joueurs du top 14 ou de Pro D2, j'adore, parce que j'adore ce sport-là. De manière un peu plus profonde, si je pouvais prendre un café avec le pape, voire même avec Jésus, ça me dirait bien. Voilà. Après, mes proches, évidemment, mais ça, j'ai l'occasion de le faire. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie ? 3 valeurs essentielles. Bon, on a beaucoup parlé d'humilité, mais la vraie, celle que j'arrive pas toujours à atteindre, celle-là est essentielle. L'honnêteté, l'humilité, je sais pas si ça va avec, mais l'honnêteté pour moi, c'est voilà. Et peut-être la patience. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie ? Être le héros de sa propre vie, c'est d'être capable de l'apprécier, d'être heureux évidemment, et c'est de l'apprécier. Et pour ça, il faut pas vivre sa vie comme une illusion, en fait, de créer un monde, de créer une illusion autour de soi pour satisfaire son ego qui, en fait, n'est que tristesse et souffrance. Le héros de sa vie, c'est cette capacité à être heureux. Donc, je pense que pour être le héros de sa vie, il faut être heureux. Et le symptôme, c'est cette capacité à être heureux. Ça suffit, je pense, pour ça. Merci beaucoup. Et dernière question, pour toi, qu'est-ce que la force d'âme ? Balèze. La force d'âme... La force d'âme, c'est peut-être cette capacité à se recentrer dans son âme et de ne pas se laisser dépasser par notre corps physique. Vu qu'on peut considérer qu'on a tous une force d'âme, peut-être on n'est pas tous capables de plonger dedans. Donc, c'est cette capacité à plonger dedans, peut-être. Merci beaucoup, Gauthier. On a fini. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.